Bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être parmi vous aujourd'hui sous le beau soleil de Marseille. Alors évidemment, ces journées des entrepreneurs du voyage se déroulent dans un contexte particulier, mais c'est aussi dans ces situations que s'impose la nécessité de se retrouver et d'échanger. J'aimerais d'abord partager avec vous une pensée personnelle pour Grégory Rebenberg, le fils de Boris, qui vit aujourd'hui des moments douloureux. Il y a quelques années, il s'est lancé en fait dans la restauration, sa vraie passion. Il a ouvert un restaurant juste en face de chez moi. Ce restaurant s'appelle Les Chic Types, avenue de Laumière. C'est devenu ma cantine, en fait, au fil des années. Au moins une fois par semaine, d'ailleurs, j'y croisais Grégory, qui venait souvent accompagné de sa femme, Jamila, et de leur petite fille, Tess. On y a passé, sincèrement, depuis des années, du très bon temps. Il y avait une serveuse à ce restaurant qui s'appelait Oda. Oda, elle était d'origine tunisienne, elle avait un sourire radieux, son service était toujours efficace et bienveillant, et dès qu'elle avait 5 minutes, elle venait s'asseoir et on discutait de tout et de rien. C'était devenu, pour moi, quelqu'un de familier. Quand je passais tous les jours devant le resto sans m'arrêter, elle me lançait toujours un petit sourire, un geste amical, ces petits gestes quotidiens qui font que le vivre ensemble a un sens. Elle avait un rêve dans la vie, avoir son propre restaurant. Quand Grégory a ouvert il y a quelques mois son deuxième établissement, la Belle Équipe, rue de Charonne, il a décidé d'impliquer davantage Oda dans la cogestion du restaurant. Elle était évidemment super heureuse, vous imaginez, de cette progression. Il y a eu 19 morts vendredi soir à la Belle Équipe. Oda est décédé de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche. Sa sœur qui était présente n'a eu aucune chance aussi. Et Jamila, la femme de Grégory, est morte dans ses bras. Grégory, on pense à toi aujourd'hui. Bien, la vie continue. Elle continue ici, au Palais du Pharaon. Et on va d'ailleurs accueillir maintenant quelqu'un qui a œuvré pour ces journées des entrepreneurs. Et pour cause, c'est le régional de l'étape. C'est à lui que revient la lourde charge de s'exprimer cet après-midi en premier. Il est administrateur au Conseil national du SNAV et président du SNAV Méditerranée, bien sûr. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Lucien Salemi. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est une lourde tâche, mais on va l'accomplir. Madame l'adjointe au maire de Marseille, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, en premier lieu, sachez que je suis très, très, très heureux de vous retrouver tous à Marseille. Une ville emblématique de la Méditerranée, diversifiée, renouvelée, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, sur la Grande Terrasse, capitale européenne de la culture, où le tourisme et la croisière sont des priorités économiques. Sachez aussi que c'est un honneur pour le SNAV Méditerranée, pour ses administrateurs, Corse, Languedoc-Roussillon, Côte d'Azur, Provence, de vous recevoir. Mais, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Une journée de deuil national. Notre modèle de démocratie a été violemment attaqué. Et ce n'est pas pour un intérêt personnel ou restreint que vous êtes venus des 4 coins de France. C'est parce que des liens puissants se sont tissés au fil des années entre nous, producteurs, distributeurs, partenaires. Au regard des autres industries et secteurs d'activité de l'économie, nous entretenons des relations privilégiées qui dépassent souvent le cadre des affaires. Au-delà des aspects strictement professionnels, des amitiés solides permettent à chacun d'entre nous de s'identifier comme dans une grande famille. Nous sommes l'un des rares secteurs d'activité où l'humain est aussi présent, et ce, en toutes circonstances. Je pense plus particulièrement en ce moment à notre ami Boris Rebenberg, papa de Grégory, président de Présence Assistance, partenaire du SNAV, qui a perdu cet être cher
lors de ces attaques barbares. Bon, je l'ai assuré de notre plus vif soutien au nom de tous les professionnels du voyage. Et je voudrais relaisser la parole à notre ami François-Xavier. Boris nous a envoyé tout à l'heure un petit message, si tu veux bien. Allez, on vient de le recevoir, il y a quelques minutes. Le petit message de Boris, c'est celui-ci. La belle équipe, quelle intuition a eu Grégory de donner ce nom à son restaurant. C'était une belle équipe réunie pour fêter un anniversaire. Blancs, noirs, musulmans, juifs, laïcs, tous unis pour cet événement. Pourvu que ce drame serve à quelque chose et que nous éradiquions définitivement, mais sans haine ni aveuglement, ce fléau. J'ai reçu des centaines de messages et continue encore d'en recevoir des membres de notre profession. Tous ces mots, ces pensées, ces soutiens sont pour notre famille d'un réconfort considérable. Ma petite fille et mon fils vous remercient tous. Merci. Merci à la belle équipe du tourisme. Bien, à l'heure où je vous parle, nous savons qu'il y a 129 personnes qui ont été assassinées. Nous avons naturellement une pensée aussi pour toutes ces familles. Et je vous demande, mesdames, messieurs, chers amis, de vous lever pour respecter une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Dans ces moments tragiques, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, nous avons décidé de maintenir ce congrès et de nous rapprocher, d'aller à l'essentiel, de ne pas nous laisser gagner par l'effroi, sans pour autant ignorer la réalité. Nous prenons conscience que nous sommes en train de changer de monde. Les centres de gravité se déplacent. L'économie du tourisme va être certes bousculée par cette nouvelle donne, mais je voudrais rappeler que le tourisme a acquis depuis ces dernières années une ampleur qui l'a fait passer du plan limité d'un plaisir élitaire au plan très général de la vie économique et sociale. N'oublions pas que le tourisme demeure le premier secteur prioritaire dans de très nombreux pays et nous en sommes, vous et moi, producteurs, distributeurs, partenaires, les dépositaires. Mais c'est aussi le secteur le plus sensible à tous les aléas, à tous les effets d'annonce. Malgré les conflits de ces dernières années, et ils ont été nombreux, guerres, attentats, cela n'a pas empêché sa croissance constante. En 15 ans, le nombre de touristes dans le monde a été multiplié par 2. Il faut bien réaliser que cette industrie est une véritable richesse qui concerne chaque année plus d'1 milliard de personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre et qui génère plus de 1000 milliards de recettes au niveau international. Et dans 15 ans, ce sera 2 milliards de personnes. Mais l'accélération des événements est génératrice d'inquiétude. Et nous avons besoin, tous ensemble, producteurs, distributeurs, partenaires, d'amplifier nos actions, parfois de les corriger pour anticiper les évolutions à venir. Et c'est ce que nous allons faire ici, à Marseille, avec l'implication de nos intervenants, avec des tables rondes, des ateliers de travail et top cruise, qui vont vous permettre à chacun d'échanger pour mieux préparer l'avenir. Je vous souhaite d'y puiser de l'énergie, de renforcer vos convictions,
de favoriser les ententes entre les métiers. Je vous remercie naturellement de votre présence, de votre participation active, qui sont des témoignages de solidarité, mais aussi de résistance face à ces événements tragiques. Nous sommes beaucoup plus forts ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucien. Alors, vous avez remarqué, cette réunion ne s'appelle pas le congrès du SNAV, mais bien les journées des entrepreneurs du voyage. Et pour cause, Jean-Pierre Mas a souhaité que soit impliqué l'ensemble de la profession et l'ensemble des institutions. Et nous allons maintenant entendre leurs représentants. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir d'abord à mes côtés Raoul Nabet, président de l'APST. Bonjour Raoul. Bonjour François-Xavier. Bonjour à toi, bonjour Madame, Monsieur, chers amis, bonjour à tous. C'est bien sûr, il y a toujours de l'émotion quand on vient vous parler, mais en un jour comme aujourd'hui, en un jour de deuil, c'est encore avec plus d'émotion, bien sûr. Et on ne peut pas ne pas penser, ne pas avoir une pensée pour l'ensemble des victimes, et en particulier quand on les connaît, quand elle s'appelle Jamila. La dernière fois que je l'avais vue, elle avait son petit bébé qui était pas très grand. On était sous le soleil des îles. Voilà. C'est ainsi. Madame, Monsieur, chers amis, en consultant le programme calculant qu'au cours de ces 3 journées, vous allez voir et entendre plus de 60 intervenants, j'ai compris pourquoi Jean-Pierre ne m'a accordé que 5 minutes sur les 15 que je lui avais proposées au départ. Je vais donc limiter mon intervention et vous transmettre, dans le cadre des réflexions qui vont être menées ici à Marseille, 2 messages. Le premier message va concerner, je le dis ce mot, mais d'une manière générale et non pas en rapport avec les événements de vendredi, le premier message va concerner l'aspect sécuritaire. Il est malheureusement terriblement d'actualité. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Pas un jour ne se passe sans que l'on ne parle de catastrophes aériennes, financières, climatologiques, économiques, sanitaires, écologiques ou d'autres encore. Nous savons hélas que de telles situations impactent très fortement le consommateur au niveau de ses choix et de ses attentes, préoccupé qu'il est, ce consommateur, par son souci d'aventure, mais surtout sans aventure. Ainsi, notre profession, au lieu de récriminer sur les coûts des protections du consommateur, devrait au contraire se réjouir de pouvoir disposer d'une garantie financière. Car dans ces moments où la conjoncture économique est difficile et l'achat est de plus en plus réfléchi, c'est pour le consommateur désormais, épris de rassurance, un formidable argument de vente. Dans son programme de présentation de ces journées des entrepreneurs, le président Jean-Pierre Mas insistait sur le fait qu'il fallait, je cite, « regarder devant, penser positif et relever plusieurs défis, notamment au niveau des comportements des clients ». On assiste en effet désormais, dans l'industrie du tourisme, comme dans celle d'autres secteurs, à une double démarche. Une démarche de plus en plus consumériste, mais aussi une démarche qui vise notamment, via le web, à se passer de plus en plus des intermédiaires, agences de voyage ou tour opérateurs. Cette double démarche, n'étant pas, il faut en convenir, forcément très logique, on veut tout faire soi-même, se passer des professionnels, mais on veut aussi être protégé. À nous donc de penser positif et de faire pencher la balance du bon côté, c'est-à-dire le nôtre. Si nous voulons que le client vienne, reste ou revienne dans nos agences, nous devons également lui proposer des services et le convaincre que passer par un professionnel est un gage de bonne fin. Une telle démarche implique que le principe de la garantie financière ne doit plus être ignoré
dans le discours commercial. La garantie financière ne doit plus être considérée comme une contrainte, mais bien au contraire, comme une valeur ajoutée de notre profession et donc de nos entreprises. Je pourrais d'ailleurs tenir par exemple le même discours, René Marc, à propos de la médiation. Le prix, l'accueil, la connaissance du produit sont des arguments de vente, mais dans ce climat désormais anxiogène, il est évident que l'on ne peut plus ignorer dans son argumentaire des principes comme la résolution des litiges ou la sécurité financière. Le deuxième message concerne le rôle primordial que la PEST peut et doit jouer dans le paysage professionnel. Le président Mas a souhaité qu'au cours de ces journées, des entrepreneurs que, je le cite, « toutes les forces vives de votre industrie soient présentes, les petits et les grands, les acteurs de la nouvelle économie comme ceux qui sont issus de l'ancienne économie, le voyage d'affaires, les tours opérateurs, les groupistes, les réceptifs, les organisateurs de congrès, les agences en ligne, les agences physiques, les réseaux et les indépendants. Tout le monde, insiste-t-il. Toutes ces activités, auxquelles on pourrait rajouter les offices de tourisme, les hôteliers, les transporteurs, les autocaristes, ont tous un point commun, celui d'être représentés au sein de la PST, au travers de ses plus de 3000 adhérents, justifiant ainsi et plus que jamais que la PST est la caisse de garantie de l'ensemble des professions du tourisme. Arrêtons de considérer la PST, comme certains le font encore, comme une sorte de service comptable de la profession, mais comme l'un de ses véritables acteurs de référence. Acteur qui peut et doit, n'en déplaise à certains, avoir sa place, toute sa place, dans une future ou éventuelle fédération ou confédération des entreprises touristiques. On a vu dernièrement, dans la communication à propos des difficultés de Fram, la crédibilité que peut apporter à la profession en général et aux agences de voyage en particulier la garantie des fonds déposés et la spécificité de la garantie en service instituée seulement et uniquement par la PST. Je voudrais également rappeler qu'en hébergeant dans ces locaux le SNAV, la médiation du tourisme, Travel Pro et bientôt RN2D, en accueillant chaque année plus de 300 entreprises du tourisme utilisant ces salles de réunion, la PST joue bien son rôle d'acteur moteur et incontournable de cette profession. Ce rôle, reconnu par les pouvoirs publics, sa représentativité et son poids économique n'iront qu'en se développant. 2 informations pour illustrer ce propos. Depuis la nouvelle loi, près de 400 dossiers d'adhésion sont en ce moment en cours d'instruction. À ce rythme, représentant aujourd'hui les 2/3 de la profession, la PST représentera à la fin de 2016 les 4/5 du marché. Qu'on se le dise. On est loin des propos de ceux qui, il y a à peine un an, prédisaient à la PST, et je cite, « une véritable hémorragie de ses adhérents ». Mais ne parlons plus du passé, et comme le suggère avec raison Jean-Pierre, regardons de l'avant. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, en étant très étroitement associés à ces journées des entrepreneurs, la PST remercie le président Jean-Pierre Mas d'avoir, après la présidence de notre ami Georges Colson, envers qui j'ai une pensée également émue aujourd'hui, poursuivi la politique que j'avais initiée avec ce dernier et qui consistait à renouer un dialogue et engager une relation constructive entre nos 2 organismes. Notre présence active, par l'animation de 2 ateliers, par le fait que la PST tienne son conseil d'administration dans le cadre même de ces journées des entrepreneurs, montre bien notre volonté de continuer et de renforcer nos liens avec le syndicat national des agences de voyage. C'est de l'intérêt de tous et de l'intérêt de chacun. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre accueil et de votre attention. Merci beaucoup, Raoul. Alors, il y a quelques années, merci à toi. Il y a quelques années, les acteurs de l'Internet étaient souvent montrés du doigt, au congrès du SNAF. C'était pas rare, en tout cas, qu'il y ait quelques passes d'armes à ce sujet. Signe des temps, leur association, Level.com, est désormais associée à la vie de la profession, et c'est très bien. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir son président, Frédéric Van Hout.
Bonjour Frédéric. Bonjour François-Xavier. Monsieur le Président, chers confrères, chers amis, j'avais préparé une allocution sur l'innovation digitale et ses perspectives, ses enjeux, ses risques, ses potentiels pour notre industrie. Vendredi soir, abasourdi et bouleversé, écœuré, j'ai écrasé le fichier, j'ai refermé mon PC et j'ai songé à pas venir. Non par crainte, mais par tristesse, par désespoir, par la douleur ressentie de la mort de ces gens, souvent jeunes, que je ne connaissais pas, mais qui me manquent. Après l'horreur et l'incompréhension est venu le temps de la colère, et puis j'ai pensé que renoncer à la vie était une insulte à la mémoire des victimes et faisait gagner en fait une deuxième fois les fous. Le mot qui ne me quitte pas depuis ce jour, c'est union. Nous étions tous Charlie, puis nous fûmes Tunisiens, Égyptiens, Belges, aujourd'hui on est tous Paris. Et s'il est normal d'avoir peur ou de ressentir de la colère, nous devons aussi continuer à vivre. Nous devons dignement, sans oublier, reprendre le cours de nos vies. Nous sommes unis, nous devons l'être. Nous sommes plus forts ainsi. C'est l'esprit de ces journées qu'a souhaité Jean-Pierre et que les équipes du SNAV, et Lucien en particulier, que je remercie, ont préparé. Elles pourraient sembler futiles, elles sont plus que jamais essentielles, symboliques et nécessaires. Si elles ont un goût amer, le goût de la peur ou du renoncement sont bien pires encore. Nous devons regarder devant nous, unis. L'union est plus que jamais le moyen de surmonter toutes les épreuves. Ce qui n'est point utile à l'essaim n'est point utile à l'abeille. J'ai noté ça dans le petit carnet pour relater un peu cet esprit d'union. En 2002, l'Evol s'est créé en rassemblant les nouveaux acteurs du tourisme, les pure players, les agences en ligne. Cette union nous a permis un certain nombre d'actions au profit de notre profession tout entière, sans en faire une publicité tapageuse. Nous avons ainsi évité que la taxe Google frappe nos entreprises au lieu de frapper Google directement. Puis l'Evol a été la première organisation européenne à entrer au sein de l'alliance Fair Search, groupement antitrust anti-Google qui regroupait Microsoft, Sabre et plus tard Amadeus. Unis, nous avons également fait en sorte que les comparateurs établissent une charte de bonne conduite. Puis nous avons travaillé sur la charte de la data responsable, travaux qui, je pense, repris par la commission du voyage connecté au SNAV, devraient probablement être officialisés. Unis toujours, nous avons collaboré aux travaux sur les avis clients, les expertises auprès de la DGCCRF, participé au Conseil national du tourisme, puis plus récemment, au nom du SNAV, nous avons siégé dans l'OIP, l'Open Internet Project, aux côtés du CETO d'ailleurs, et Axel Springer ou Lagardère, là encore, pour veiller sur les abus de position dominante des Big Five américains. C'est cette même union qui nous permettra d'aborder dans les meilleures dispositions possibles les innovations multiples et les nouvelles pratiques et nouveaux usages de nos métiers, tels que la chasse aux data, le social marketing, le prédictif, l'usage des beacons, les objets connectés, la robotique, le triomphe du Web to Store, contrairement à ce que j'entendais à l'instant. Le Web to Store, les clients retournent dans les agences, et l'interaction avec le C2C et le collaboratif, la téléconnectée, même la convergence avec le corporate travel. Car enfin, on parle de révolution dans cette industrie tous les 5 ans depuis que j'y travaille, avec une régularité que certains transporteurs envieraient. En vérité, c'est le monde digital qui est en marche, et sûr de ses premiers pas, accélère désormais la foulée. Le marché digital est en hausse de 2,7%. En 2016, le chiffre d'affaires total du marché digital devrait atteindre dans le monde 3 600 milliards d'euros, une hausse de 16%. Les nouveaux services Internet comme le cloud, les paiements mobiles ou l'e-commerce vont doubler leur activité pour atteindre des 332 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2016. Ce sera juste pour la France 60 milliards d'euros. Face à ces enjeux nouveaux, ces opportunités et ces risques, notre industrie n'est pas assez unie. Les États ne le sont pas non plus. Pas assez en tout cas. L'Europe n'est pas unie. Quant, par exemple, devrait être soutenu par la communauté et les États membres devraient entrer à son capital. Quant, c'est le fournisseur d'accès qui, aujourd'hui, pourrait attaquer Google. Comme les États autrefois ont contrôlé les flux d'énergie, les transports, les médias et la défense, nous devrions avoir un secrétariat aux données et à leur usage. L'État français commence tout juste à soutenir le digital. La French Tech, certes, est dynamique, les startups foisonnent. M. Macron a la licorne Blablacar à la bouche en permanence. Enfin.
Mais c'est surtout au-delà de notre territoire que se joueront les choses. Après les majors US, les GAFA, comme on les appelle, les Google, Amazon, Facebook, Apple, et Twitter, que j'ajouterai, on voit arriver les majors asiatiques, surtout chinoises. Les routes de et vers l'Asie du Sud-Est transporteront 1,8 milliard de passagers nouveaux à l'horizon 2034, pour un marché de 2,9 milliards, soit une croissance de 42%. En 2015, l'Asie est devenue la première destination des dépenses R&D, recherche et développement, donc des entreprises, représentant 35% des investissements R&D en interne. Ce phénomène place l'Asie devant l'Amérique du Nord et devant l'Europe. Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande tirent la croissance. En 2015, ces 4 pays dépenseront à eux seuls 52 milliards de dollars dans le domaine de la technologie. Vous connaissez Google, WhatsApp, YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, Snapchat, Skype. Vous utilisez toutes ces applications. Elles sont aujourd'hui talonnées par Naver, Daum, Kakao, T-Story, Pandora, Band, Between, StyleShare. Pure réalisation asiatique. Clairement, nous sommes coincés entre ces deux blocs. Pour nos entreprises, ces évolutions représentent de nombreuses opportunités si nous restons unis. Car le véritable enjeu sera, vous l'avez compris, la donnée. Avec la data, on a la connaissance, la mémoire. On réoriente sa stratégie, ses investissements et ses services au gré de l'instabilité d'une région, d'un problème climatique, d'une menace ou d'une opportunité. Si nous restons concentrés sur le client, sur ses attentes, sur ses datas personnelles, nous ferons aussi bien que les grandes marques planétaires. La collaboration de l'ensemble de nos métiers, Théo, distributeurs, hébergeurs, transporteurs, et j'y associe les médias professionnels, permettra de nous renforcer, de défendre l'éthique, la protection des individus, de leurs données personnelles et privées, d'établir des brevets et des normes, de collaborer à l'international et de convaincre l'Europe. Nous pourrons ensemble seulement ne plus simplement nous défendre, mais proposer, innover, conquérir. Le digital n'est qu'un moyen, comme le fut le téléphone fixe, l'électricité ou le courrier. Les expertises des acteurs se doivent d'être collectées et mises au service de tous, car le souci n'est plus qui, mais quand. Google Flight est aujourd'hui le meilleur ami des compagnies aériennes, Hotel Finder, celui des fédérations et des chaînes hôtelières, et je ne parle pas de Facebook, Apple, Twitter ou Amazon. Demain, elles connaîtront un retour de flamme qui risque de coûter cher. Face à ce tsunami économique et technologique, c'est l'union de nos savoirs, de nos vigilances, de nos ambitions, de notre éthique et de nos innovations qui protégeront plus que nos métiers, qui continueront d'évoluer, mais nos clients, nos familles et nos libertés individuelles. Charles de Gaulle a écrit en 1943 « Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Restons plus que jamais unis. » Je vous remercie. Merci Frédéric. Merci. Alors, autre signe des temps, entre le SNAV et le CETO, les tensions se sont nettement apaisées. On ne peut que s'en réjouir et forcément, c'est évidemment pour le plus grand bien de la profession qui, en ces temps troublés, comme le disait Frédéric, a besoin plus que jamais d'unir ses forces. Et je vous demande d'accueillir vraiment très chaleureusement le président du CETO, René-Marc Chicly. Bonjour René-Marc, il y a un petit peu de chemin à faire jusqu'au micro. Ouais. Mais t'aimes bien la marche. On arrive gentiment. Voilà. On évite les tensions, c'est ça le plus important. Avec Jean-Pierre et mes camarades, aussi bien Raoul qu'également Frédéric, on s'est vraiment posé la question s'il fallait, oui ou non, revoir ces journées d'entrepreneurs. Et très rapidement, je pense qu'il était important qu'elles se maintiennent, même si ce n'est pas dans une joie, parce qu'on a une pensée forte, très forte pour l'ensemble des familles, mais c'est important qu'on les maintienne. Et je pense que Jean-Pierre est ravi de voir autant de monde, autant de présents, autant de courageux dans la profession, et ça, c'est important. D'autant plus que c'est vrai que le CETO, c'est un petit peu le petit dernier qui arrive dans ces journées. Quand ça a été présenté, j'avoue que Jean-Pierre présentait ça un petit peu comme un rassemblement. On en a largement discuté, et très rapidement, on a été ravis sur l'ensemble du comité exécutif, mais l'ensemble des membres, de s'associer au SNAV, à la PST et puis à level.com pour ces journées. Pour nous, c'est important de réfléchir sur l'avenir du métier, mais c'est également important pour l'ensemble des acteurs du CETO de réfléchir sur l'avenir des institutions. Nous avons franchi pas mal
barrières ensemble, avec le SNAV particulièrement et également avec la PST, que ça soit des rendez-vous chez les ministres en commun, et ça s'est produit, par exemple, le plus important a été en septembre 2014, quand il a fallu obtenir rapidement et en l'espace d'une semaine la révision totale du site du MAE, rappelez-vous, et c'était très très important pour notre business. On a travaillé en commun aussi sur l'ensemble des directives et de la garantie financière, même si ça n'a pas été toujours facile et parfois avec des différences de point de vue, mais il faut garder la spécificité des uns et des autres et des métiers, et ça c'est important, même si on n'est pas toujours d'accord, et ça enrichit le débat, et j'espère que ça enrichira tout le monde. On a aujourd'hui des travaux communs sous forme de commission, que ce soit les affaires sociales, on est même en mutualisation des coûts, donc ce qui est assez surprenant. Nos commissions juridiques se font soit chez l'un, soit chez l'autre, avec la présence en particulier de Valérie et également de l'ensemble des équipes du CETO. Sur les destinations, vous avez dû le voir, et sur toutes les crises, et malheureusement celle de samedi, on fait des communiqués de presse en commun. On les fait beaucoup plus vite qu'on a pu les faire jusqu'à maintenant. Ça y est, nous avons, grâce par exemple samedi à Magali et à Corinne, réussi de faire un communiqué qui empêchait les clients de dire qu'il ne fallait plus voyager, qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était l'état d'urgence, etc. Donc on essaye de communiquer au plus rapidement et plus efficacement. Sur l'Europe, nous avons, et Michel Debus, et là je l'ai vu, repris quelques positions grâce, notre ami Jürgen Bachmann, secrétaire général, retrouve ses copains, c'est quand même important. Et puis ça a été une décision qu'a prise Jean-Pierre dès le début. On a, ça a été cité par Raoul, c'est vrai, une médiation du tourisme qui est un exemple concret de ce qu'on peut faire ensemble. C'est très honnête, c'est parti un petit peu à la suite du nuage, en catastrophe. On était les premiers, on a même été qualifiés de premiers de la classe par le MEDEF, et c'était à la suite d'une concertation que nous avions eue avec Georges Colson, et qui s'est bien poursuivie ces dernières années, et qui est aujourd'hui un succès. Et c'est vrai, je rejoins totalement Raoul, il faut qu'on en fasse vraiment un outil de communication. Nos clients peuvent aujourd'hui gratuitement accéder à la médiation. Et nous avons des partenaires importants, que ce soit un partenaire classique de la FNAM au début qui s'est associé avec nous, mais on espère avoir le bar, un petit message pour Jean-Pierre Sauvage, on essaye d'avoir nos amis de l'hôtellerie, et je vois Roland Guy la semaine prochaine à son congrès, il nous a invités, et on est assez fiers du résultat, et je pense qu'on a aujourd'hui une médiation qui englobe complètement les transports, l'hôtellerie, le tour opérating, la distribution, et qui est un vrai visage de ce qu'on peut faire ensemble. Ça nous permet de rêver un petit peu, en se disant peut-être, et vous l'avez vu, on l'a déclaré, qu'on arrivera à concrétiser cette union, puisque tout le monde parle d'union et c'est sincère, sous forme de confédération des métiers du tourisme. C'est une idée qui a été d'ailleurs bien perçue, d'après ce que j'ai compris. C'est pas parce qu'on a une idée qu'on a une vocation, hein. Je vous rassure tout de suite. Ce qui est important pour la profession, c'est d'avoir des idées. Après, on choisira les vocations. Donc c'est quelque chose qui est important et sur lequel un chantier sur lequel on devrait travailler entre 2016 et 2017, et nous sommes assez en phase. Évidemment, moi je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe autour de notre profession, l'arrivée de nouveaux acteurs, on est concurrencé, on est dans un métier à faible marge, tout le monde le sait, dans un métier très difficile. Pour ceux qui ont fait d'autres métiers, c'est vraiment quelque chose de très difficile, on gagne plus d'argent dans d'autres métiers que dans le nôtre. Et en plus, il y a une concurrence qui arrive tous les jours sur les marchés, et particulièrement avec le développement du web, où là, on ne sait pas encore quel sera le concurrent de demain. Mais ça sera un peu l'atelier prochain, où vous avez des éminents personnages qui ont l'intention d'expliquer comment ils ont adapté leur modèle à la concurrence. Nous sommes l'intermédiation, notre concurrence c'est la désintermédiation, mais pourquoi pas le faire aussi, et ça aussi, ça sera une grande réflexion de ces journées. Nous avons aussi comme concurrent le partage, peut-être un peu moins que les hôteliers, puisque les hôteliers, après avoir mené un combat avec les OTA, ils avaient à peine fini le combat, ils se sont retrouvés avec Airbnb, qui franchit des sommets incroyables, y compris sur le territoire français. Nous avons des règles juridiques qui nous seront imposées en 2017-2018, extrêmement contraignantes.
On ne sait pas exactement comment on va pouvoir y faire face. On y réfléchit. Et je pense que là aussi, en termes d'union, c'est très important que nous réfléchissions ensemble comment articuler nos produits, nos modes de commercialisation, notre marketing face à ces obligations que nous aurons mises en 2017-2018 avec très peu de possibilités d'annulation pour le client, voire de choisir également de rompre avec son contrat si autour de la destination, vous imaginez, il se passe quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc ça, il faut qu'on réfléchisse. Le contexte géopolitique, tout le monde s'est un peu exprimé. Je pense que c'est vrai qu'on a vécu toutes les crises. On s'organise, on essaye de... En général, les clients partent. Ceux qui avaient prévu de partir partent. Ceux qui avaient l'intention de partir, pour certains, on leur offre la possibilité de faire des reports dans le temps. Et il faudra qu'on fasse preuve de beaucoup plus d'imagination et voir pourquoi ne pas s'assurer également avec des nouveaux produits qui permettraient de faire face à ces crises géopolitiques qui est malheureusement notre quotidien depuis pas mal d'années. La situation économique, c'est aujourd'hui, on en parlait avec Frédéric Gaget, on disait c'est pas mal, on commençait à repartir, vous avez vu les résultats des uns et des autres. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile d'en parler, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. Évidemment, ça va avoir un impact sur toute l'hôtellerie parisienne et également l'hôtellerie en France, mais ça aura aussi, faut y croire, un impact aussi également sur les départs. On a évité le pire samedi où les clients nous appelaient dans les agences, les tour opérateurs en disant l'état d'urgence égale fermeture des aéroports et on ne part pas. Donc il va falloir qu'on soit encore plus réactif sur ce type de situation. Et puis le pain quotidien des tour opérateurs, ça sera l'évolution technologique. Il ne faut pas qu'on soit de côté, il faut que les tour opérateurs puissent réadapter complètement leur outil de production avec l'évolution technologique et qu'ils restent extrêmement compétitifs. Il faudra aussi nous adapter, ça c'est évident. Il faudra réinventer complètement notre métier. Et je pense que l'atelier qu'aura lieu mercredi matin, vous verrez aussi de la part de certains acteurs comment ils ont pu réinventer leur métier, que ce soit un Jean-Paul Chantraine sur Asia, que ce soit Pascal de Isaguirre également, comment on a pu devenir différenciant, voire exclusif. Et là, c'est intéressant pour vous de bien comprendre ce qui va se passer. Et puis, pourquoi pas, et je l'abordais un petit peu tout à l'heure, ne pas imaginer, et c'est un peu dans l'esprit de Raoul Nabet aussi, des nouveaux modèles économiques, de mettre en valeur nos garanties, ce qu'on donne aux clients. On y réfléchit et on est très ouvert à justement y réfléchir tous ensemble. Donc, travailler tous ensemble, c'est pour défendre la profession, c'est incontestablement ce qu'on doit faire. C'est pour ça que le CETO a tout de suite accepté d'être partenaire des journées pour qu'on puisse œuvrer ensemble, réfléchir. Et je dirais un mot que quelqu'un de la profession a eu, c'est voyager, c'est résister. Voilà, merci. Merci René-Marc. Merci beaucoup. Alors évidemment, ces premiers mots sont très attendus. C'est lui qui finalement va donner le ton de ces journées des entrepreneurs du voyage. C'est le président du SNAV depuis 18 mois. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jean-Pierre Masse. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François-Xavier, bonjour chers amis. Il y a des moments où on se dit qu'on est stupide et soulagé. Stupide, je l'ai été en imposant cet exercice 5 minutes pour tout le monde, y compris moi qui suis plutôt amateur des discours castristes ou colsoniens. J'en profite pour saluer d'ailleurs Georges Colson qui vit actuellement des moments un petit peu difficiles à titre personnel. Donc 5 minutes, c'était très difficile. Et soulagé parce que mes camarades ont dit tout ce que je voulais dire. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise. Et j'ai décidé de ne rien changer malgré les événements de la thématique de mon propos introductif. Notre monde, et je parle bien de notre monde général, ces journées des entrepreneurs du voyage, sont non seulement des journées des entrepreneurs du tourisme, mais également des journées des entrepreneurs du voyage d'affaires. Et la matinée de demain matin sera, et c'est la première fois dans un congrès, dans les ex-congrès du SNAV, totalement consacrée au voyage d'affaires. Donc notre monde vit depuis le début du siècle des bouleversements considérables. Et ces bouleversements reposent sur
sont dans 4 domaines essentiels. Le premier domaine, je vais qualifier d'un nom très simple, c'est le domaine Internet, tout simplement. Le second domaine qui bouleverse notre activité, c'est l'économie collaborative. Le troisième, c'est la crise. Et le quatrième, c'est le terrorisme. Internet, Frédéric a parlé des nouvelles technologies, ça en est un grand spécialiste, mais ça a été pour nous, remettons-nous juste 15 ans en arrière, ça a été pour nous la dématérialisation, la désintermédiation, l'économie numérique et l'économie digitale, la mobilité, un accès partout, tout le temps, avec un temps de réponse très bref, c'est partout, tout le temps, tout de suite, la porosité des métiers, René Marc l'a évoqué tout à l'heure, la porosité des métiers, et Internet a produit des enfants turbulents que vous connaissez, Booking, Big Data, TripAdvisor, Amazon et Google, dont les parents deviennent dépendants avec la Google dépendance. Il y a des professions qui n'ont pas résisté à des changements beaucoup moins importants que cela. Les photographes, les disquaires sont morts du passage de la photo argentique à la photo numérique et de la dématérialisation de la musique. Nous résistons et nous avons parfaitement résisté. Les acteurs à la fin ne sont pas nécessairement les mêmes que les acteurs du début. Il y a 3 ans, personne n'aurait évoqué la question de l'économie collaborative. On l'a limité à l'échange entre des cours de mathématiques contre la réfection de la toiture. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Blablacar est passé en 7 mois de 10 millions à 20 millions de clients. Uber, c'est une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars, plus que toutes les compagnies aériennes européennes réunies. Airbnb, une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars, beaucoup plus que le groupe Accor. Uber et Airbnb n'ont ni une voiture ni une chambre d'hôtel. Ce n'est plus aujourd'hui la propriété du produit qui crée la valeur, c'est l'usage du produit. Un changement économique considérable et qui atteint terriblement notre secteur d'activité. Le troisième point qui bouge les lignes, c'est la crise. Je crois que nous sommes maintenant, depuis 2008, rentrés dans l'idée que les croissances à 2 chiffres ou à pas loin de 2 chiffres sont terminées et que nous sommes dans un système que l'on pourrait qualifier de situation de crise permanente. Malgré cela, ça a été dit à l'instant, il y a 2 fois plus de touristes dans le monde qu'il y a 15 ans, et dans 15 ans, il y aura 2 fois plus de voyageurs dans le monde qu'aujourd'hui. Dans 15 ans, il y aura 2 fois plus de passagers dans les avions qu'aujourd'hui. Et le 4e point qui bouge les lignes, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme, j'y pensais, je suis intervenu la semaine dernière au congrès des dirigeants de Manor, et je te remercie Jean, et je te félicite pour la qualité des travaux de ton congrès. Je suis arrivé à Madrid, à la gare d'Atocha, en TGV, en AVE, en TGV espagnol. Et je me suis dit, en 2004, il y a à peine 11 ans, ici, dans cette gare d'Atocha, il y a eu 190 victimes. Le terrorisme, on y est très sensible quand ça se passe près de nous, comme avant-hier à Paris, extrêmement sensible. Mais le terrorisme, c'est une mauvaise petite musique de fond de toute la vie. Si l'on regarde un petit peu en arrière, à la fin du siècle dernier, il y avait l'IRA, les Brigades Rouges, la Banda Bader, l'ETA, le même terrorisme, le même qu'aujourd'hui. Et si l'on regarde beaucoup plus loin, 1793, la terreur en France, 40 000 victimes. Alors Madrid, Sharm el-Sheikh, Copenhague, Tunis, Boston, Sousse, Bombay, Paris, la même chose partout. Le terrorisme fait malheureusement partie de notre environnement, comme en font partie les accidents de voiture. Ceci étant dit, ce n'est pas une raison pour se soumettre. Nous exécrons ce que veulent nous imposer les terroristes. Nous exécrons la haine, l'obscurantisme, le front bas de la bêtise crasse,
l'asservissement des femmes, la violence, l'inculture, nous exécrons l'intolérance, en un mot, nous exécrons la barbarie. Ils veulent nous faire taire, ils veulent nous mettre à terre. Notre réponse ici, et René Marc l'a dit, ça a été d'être là et d'être tous là. On ne baisse pas la tête, on renvoie aux barbares les valeurs de notre communauté. Les valeurs de notre communauté, ce sont des valeurs de notre communauté du monde du voyage, ce sont des valeurs d'échange, de générosité, d'ouverture, de vivre ensemble. Notre métier et nos métiers font de nous des médiateurs et des passeurs, alors que les barbares n'ont qu'une voie sans issue. Les piliers de notre communauté, ce sont la fraternité et la liberté d'entreprendre, la liberté de voyager, la liberté de penser et de penser différemment. Ces piliers-là, ils ne les abattront pas comme ils ont abattu les piliers de Palmyre. Et pour finir, et rester dans mes 5 minutes, je formule le vœu que cet esprit de fraternité et de liberté transcende et sublime les travaux de ces journées des entrepreneurs du voyage. La réponse de notre communauté aux barbares, elle est simple, vive la liberté. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors j'imagine que, comme moi, vous êtes tombé en admiration là, quand on a monté la côte du Pharo, vous êtes tombé en admiration devant le panorama exceptionnel de cette magnifique ville de Marseille, en plus avec le soleil. C'est vraiment super, on va pouvoir profiter de ça pendant 3 jours. Et il y a quelques personnes grâce auxquelles on a la chance d'assister, de pouvoir voir ça pendant ces 3 jours. La première d'entre elles, et je vais l'appeler sur scène à mes côtés, c'est Franck Recoing, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Provence, Marseille-Provence. Le pas est dynamique. Bonjour à tous, bienvenue à Marseille. On est très, très heureux de vous accueillir, mon cher Lucien. Merci d'avoir, Monsieur le Président, Monsieur Mas, merci d'avoir convaincu l'ensemble des participants de venir sur Marseille. On est un peu groggy, bien sûr, aujourd'hui tous. On pensait que peut-être ce congrès pourrait s'annuler. Il se tient, on en est très heureux. On a beaucoup de choses à vous dire. Je pense que vous avez des défis qui sont très importants, mais aujourd'hui, si vous êtes là parmi nous, c'est aussi parce que au sein de la Chambre de commerce, au sein de la ville de Marseille et de toutes les villes du territoire, il y a des gens qui ont œuvré pour que ce congrès se tienne. Merci à Thierry Huc, notamment, de la Chambre de commerce, qui tout le week-end a fait en sorte que vous soyez en sécurité, ou en tout cas qui a essayé de le faire. Alors, je représente aujourd'hui Je représente aujourd'hui Jacques Pfister, qui est le président de la Chambre de commerce. En fait, il n'avait pas d'obligation particulière, mais nous sommes des démocrates et je m'occupe des grandes filières du tourisme. Donc, je sais un petit peu ce dont je parle. En tout cas, je suis censé le savoir et il m'a demandé d'intervenir à sa place aujourd'hui parmi vous. Il aurait été très content d'être parmi vous, mais je pense que le tourisme, effectivement, est un sujet qu'il connaît moins bien, peut-être, que certains d'entre nous. Donc je le représente aujourd'hui et il s'excuse bien entendu de cette non-présence, mais j'espère que je pourrai vous donner envie de faire venir vos clients sur Marseille. Alors effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que moi je vais vous parler de ce territoire. On a fait beaucoup de travail depuis quelques années avec la ville de Marseille, avec d'autres villes sur le territoire, puisqu'on parle demain, 1er janvier 2016, du territoire de la métropole d'Aix-Marseille en Provence. On a fait beaucoup de chemin pour arriver à un territoire qui aujourd'hui a une offre assez exceptionnelle. Il est vrai que Capitale européenne de la culture 2013 a été une occasion de changer de braquet pour Marseille, qui n'avait pas nécessairement une image très touristique et qui pourtant avait beaucoup œuvré pour développer son tourisme, son offre touristique depuis de quelques années, je le disais. On a eu en 98 la Coupe du Monde de football et puis on a beaucoup travaillé, Dominique Vlasto en tête, qui vous parlera tout à l'heure, pour montrer que Marseille, deuxième ville de France, avait aussi une capacité, une vocation touristique. Et je dirais que beaucoup de choses ont été réalisées qui font que l'offre aujourd'hui est une offre très intéressante et que vous pouvez montrer à vos clients.
La culture fait partie de ces fondamentaux que nous n'avions pas et qui ont beaucoup, je dirais, progressé ici sur ce territoire. Mais il y a également, dans le cadre d'une segmentation de la clientèle que vous pouvez faire, beaucoup de choses à montrer en matière de gastronomie, beaucoup de choses à montrer en matière de shopping, beaucoup de choses à montrer en matière de sport et de nature. Et c'est vrai que ce territoire est un territoire qui est polycentré. Il n'est pas uniquement centré sur la ville de Marseille, qui était d'ailleurs une ville un petit peu en retard par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir, mais il y a surtout beaucoup de clients à satisfaire. Alors, en termes d'accessibilité, on a un nœud autoroutier qui est assez admirable. On a, je dirais, le TGV qui nous a mis à 3 heures de Paris. On a fait, avec le conseil départemental, un aéroport low cost, qui est le seul aéroport que vous trouvez sur un territoire proche de l'aéroport international. Et aujourd'hui, on a fait également avec la ville de Marseille, je dirais, un progrès tout à fait net dans l'accueil des croisiéristes, puisque nous allons fêter le 1,5 million de croisiéristes cette année, sachant que nous partons de 30 000 pax il y a quelques années. Donc vous voyez la mesure du progrès que nous avons fait. Nous sommes 5e port sur le plan méditerranéen en matière de croisière, et nous espérons rentrer dans le top 3. Donc tout ce qui concerne City Breaker, vos clients, beaucoup de choses à leur montrer, à leur faire découvrir sur un territoire qui est très vaste et qui a une offre remarquable. Tourisme de croisière, je viens d'en parler. Là aussi, une progression attendue puisque nous visons les 2 millions de passagers, le top 3 des ports donc, de croisière en Méditerranée. Et puis, le tourisme d'affaires, on en a parlé tout à l'heure, qui est un élément important. Je rappellerai que l'année dernière, en 2014, 457 événements se sont déroulés sur Marseille, qui ont accueilli plus de 327 000 congressistes, ce qui nous a valu d'être au classement ICA la 2e ville en France, ce qui a fait tousser beaucoup d'autres villes en matière d'accueil touristique de grands événements de dimension, je dirais, tourisme d'affaires. Et donc là aussi, parce que nous avons à montrer beaucoup de choses aux accompagnateurs et parce que nous avons, je dirais, une offre très importante sur le plan de l'accueil, avec le Palais du Pharo, avec à Aix le Pasino, avec le WTC sur Marseille, dont nous sommes d'ailleurs les gérants, avec le Parc Chano, je l'ai peut-être oublié tout à l'heure. Il y a la capacité d'organiser des congrès de 6 ou 7 000 personnes, ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qui est le cas aujourd'hui, mais nous pouvons également donner des possibilités pour des petites conventions d'affaires à 200 ou 300 personnes. Bref, nous avons une offre qui est très diversifiée. Voilà pourquoi je pense que c'est très important que vous puissiez mettre dans vos carnets le fait que Marseille est une destination qui est très intéressante pour vos clients individuels, pour vos clients entreprises. Et en tout cas, sachez que nous serons très heureux localement, avec toutes les forces vives, de les accueillir et de leur faire découvrir cette nouvelle offre hôtelière absolument remarquable qui est la nôtre. Et cette ville magnifique, on a la chance aujourd'hui d'avoir un temps merveilleux et vous avez pu constater le progrès et, je dirais encore une fois, le changement de braquet que cette ville a opéré. Vous êtes les bienvenus et vos clients seront les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci. Alors, il y a une autre personne qui a œuvré pour la tenue de ces journées des entrepreneurs du voyage. Elle fait beaucoup et depuis des années pour le tourisme. Elle est adjointe au maire, déléguée au tourisme, au congrès, aux croisières et à la promotion de Marseille. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Vlasto. Je vais demander qu'on mette un escalier au milieu. C'est vrai que ce serait pas mal. Hein. Bien, écoutez, à mon tour de vous saluer et de vous accueillir dans notre ville de Marseille. Et comme l'a dit Franck tout à l'heure, eh bien, aujourd'hui dans notre métropole qui va se mettre en place dès le 1er janvier. Merci aussi, mon cher Lucien, de la confiance qui nous a été faite pour tenir eh bien, ce congrès à Marseille. Merci, cher Jean-Pierre, cher président, et à vous tous. Je vous salue tous eh bien, d'avoir non seulement choisi pour les organisateurs notre ville de Marseille, mais aussi à vous tous d'être venus. Et puis, je vous vois très nombreux aujourd'hui. Je dois dire que ça fait chaud au cœur. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais dans cette période qui est difficile, et qui, je pense, il faut être réaliste, va l'être pour nous tous, encore pendant un certain temps. Et pour nous tous qui sommes eh bien, des acteurs du tourisme, pour vous
et pour nous qui vous accompagnons. Alors aujourd'hui, eh bien, se serrer les coudes, être nombreux ici, je suis persuadée que ça va nous permettre peut-être de passer eh bien, ces quelques mois qui vont être difficiles, mais c'est à nous de pouvoir eh bien, faire en sorte que les Français ou d'autres qui viennent de plus loin, les étrangers, aient l'envie de venir quand même eh bien, dans notre ville, dans notre région. Alors, au-delà de la douleur, de ce deuil, de la colère, de la rage, j'allais dire qu'il faut se poser les vraies questions par rapport à la situation dans ces pays très tourmentés et dans notre monde. Le tourisme et le voyage ont cette force d'essayer de faire partager à des hommes et des femmes ouverts d'esprit des expériences dans des pays qu'ils ne connaissent pas, des civilisations, des coutumes et des religions qu'ils apprennent à connaître, à respecter et à comprendre. On ne parle même pas d'amour, là, mais de tolérance. Et cette tolérance, nous savons l'avoir à Marseille, car vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui n'étaient pas venus, qui ne seraient pas venus dans notre ville, eh bien que nous avons une population qui vient de plusieurs horizons, de plusieurs origines, et je l'espère qu'il va continuer, il n'y a pas de bois là, à vivre comme elle vit en ce moment, tout au moins jusqu'au moment où je vous parle. C'est essentiel dans notre monde, qui comptera, comme ça l'a été dit, eh bien 2 millions de touristes dans 30 ans. Que nos professionnels français soient sur le devant de la scène, avec pour objectif de 100 millions de touristes en 2020. La France veut rester leader de ce marché, qui est la première économie de notre pays. Et c'est tous ensemble que nous y arriverons. Nous en sommes convaincus. Pour la France, nous le sommes aussi pour Marseille et la métropole. Et quand notre maire parle d'économie, eh bien, d'abord, il m'a demandé de vous saluer, mais il parle du tourisme. Il cite le tourisme avec ses 5 millions de visiteurs, ses 15 000 emplois directs et son milliard d'euros de retombées économiques. Nous représentons la première économie du pays, de nos régions et de nos villes. Et quels que soient les événements terribles que nous vivons, eh bien le tourisme doit continuer à se développer, tantôt d'un côté du monde, tantôt de l'autre, mais il est essentiel que vous faites au quotidien le succès de ce métier. Vous soyez toujours au plus près, à la pointe des demandes des clients et des technologies qui y sont liées. Alors, mon cher Jean-Pierre, mon cher Lucien, sachez que Marseille est une ville heureuse de vous accueillir aujourd'hui, et puis pourquoi pas pour les années à venir, car je suis franche et vous le savez, nous sommes des gens fidèles en amitié, et la confiance que vous nous avez donnée aujourd'hui est pour nous un gage que nous souhaitons honorer, pourquoi pas, plusieurs années et dans les années à venir. En tous les cas, j'espère qu'on vous laissera un petit moment pour pouvoir voir certains sites de notre ville qui va vous inciter eh bien, à faire venir des touristes dans notre ville et à continuer à travailler avec nous. Parce que la vue que vous aviez tout à l'heure en étant sur le perron, d'ailleurs ça m'a inquiété parce que j'ai dit à certains, je croyais qu'on n'avait pas ouvert les portes de notre palais des congrès. Mais non, vous avez admiré cette vue. J'espère que vous allez pouvoir profiter un peu de la ville et puis qu'on se retrouvera. En tous les cas, bon travail et bon séjour à Marseille. Merci beaucoup, madame. Merci.